Il y a des deuils qui sont difficiles à vivre et c'est le cas de mon invitée ce soir que vous connaissez bien, Marthe Saint-Laurent, qui collabore assez régulièrement à l'émission. Elle a écrit sur le beachage et sur la sexualité. Elle est venue souvent comme personne ressource, mais là, elle écrit un roman qui est inspiré pas mal de sa vie à elle et ça s'intitule « La mort à ma table ». C'est aux éditions Béliveau Éditeur. Marthe Saint-Laurent qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une partie de ta vie. Tu t'inspires de ta vie quand même là-dedans. Oui, en fait, c'est sûr que l'histoire, c'est une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, et c'est inspiré de ce que j'ai vécu de ma vie. C'est sûr que c'est romancé, mais je dirais que les éléments sont inspirés de ce que j'ai vécu, c'est vrai. Donc, tu as vécu un grand deuil dans la quarantaine, tu as perdu l'amour de ta vie. Oui, j'ai perdu l'amour de ma vie, mais ce qui est intéressant, Denis, c'est que je l'avais rencontré déjà... Jeune? Moi, jeune, oui, dans comme la vingtaine. Une deuxième rencontre. Tout à fait. Dans la vingtaine, j'avais rencontré cet homme-là, puis ça avait été le coup de foudre de part et d'autre, puis ça, c'est très rare. Donc, on s'aimait à la même intensité. Alors, souvent, dans un couple, il y en a un qui aime plus que l'autre, mais nous, on s'aimait à la même intensité, on s'aimait, on avait la même folie, on n'avait pas besoin de discuter, de dire qu'est-ce qu'on fait ce soir, vas-tu au cinéma, vas-tu voir tel film. Il y avait une entente tellement... je dirais surnaturel. On se regardait, on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on aimait. On était dans des soirées, on se regardait, on savait qu'on avait assez, on partait. On aimait les mêmes films, les mêmes choses, les mêmes gens. On avait des commentaires sur tout. Il y avait une... C'est fou, une complicité là, extraordinaire. Donc, on avait ça déjà au cégep. On s'est laissé, on s'est Qu'est-ce qui a fait retrouvés... que la vie vous a laissé comme ça? Vous êtes laissé pourquoi? Bien, en fait, à un moment donné, tu t'aperçois pas que ça existe. Tu te dis pas non plus... tu penses que tu vas retrouver ça partout, tu penses que ça existe partout, tu penses que cet amour-là, tu peux l'avoir au coin d'une rue. Tu as 20 ans, tu veux vivre, tu veux pas traîner ça. Tu dis, bon, je pense à autre chose. Moi, je voulais partir, il voulait pas. Je me suis dit, je vais pas m'encavaner pour quelqu'un. Je suis partie, mais... C'est après mon départ que j'ai réalisé comment la souffrance était immense, c'était quoi de vivre en l'absence de quelqu'un, puis qu'effectivement, cet amour-là ne se trouve pas sur le coin d'une rue. Mais tu as eu quand même d'autres amoureux, tu as une fille. Ah oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez presque 20 ans après? Bien, c'est au niveau professionnel, en fait, on se parlait... par téléphone, peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on avait été 10 ans vraiment sans se voir. Et puis, je l'ai recontacté parce qu'il n'y a pas une journée, je ne pensais pas à lui. Vraiment? Vraiment. Pendant toutes ces années-là? Vraiment. Pendant toutes ces années, il n'y a ça, pas une l'amour, journée... faut pas. Bien, c'est dur à expliquer, mais pendant tous les jours, je pensais à lui. Tout le temps, je me disais qu'est-ce qu'il fait, où il est rendu, où il travaille, tout ça. Donc, tout le temps. Puis, quand on s'est retrouvés, il me dit, moi aussi, je faisais la même chose. Donc, on était vraiment liés. On s'était mariés, chacun de notre côté. Puis, il me dit, la journée de mes noces, Marthe, j'ai pensé à toi. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc, c'est un amour qui est très, très difficile à expliquer. Et je l'ai recontacté. Mais vraiment, là, tu prends le téléphone. Oui. Écoute, je pense à toi tous les jours. Non, je suis plus orgueilleuse que ça. Bon, OK. Non. Bien, il y avait une activité culturelle et j'ai décidé de... Donc, tu savais qu'ils étaient séparés à ce moment-là, puis toi, tu étais Non. célibataire même Non, pas, des fois, on se voyait, puis on était OK. en couple, là, tous les deux. OK. Vous étiez en couple quand ça a commencé? Non, quand ça a commencé, on était célibataires, séparés. mais OK. ça arrivait des fois qu'on se voyait, puis qu'on était en couple. Puis à chaque fois qu'on se voyait, Denis... Il y avait encore des Les étincelles. jambes me coupaient, lui aussi, c'était palpable, là. Et tu le décris bien dans le livre, là, c'est l'amour. Tu décris les papillons, mais plus que ça, là, la Oui. complémentarité, Oui. etc. Oui. Et vous allez vous marier même Oui. dans le sud, quelque part. Oui, on se marie dans le sud, effectivement. Et c'était drôle parce que, tu sais, quand tu dis je suis au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, que le moment est magique et parfait, bien, c'était ça que je vivais. Et pendant toutes ces années-là, je savais que j'allais le retrouver. Je savais pas quand, mais j'avais la certitude, ce qui fait que je ne souffrais pas comme telle, parce que je me disais, je sais, je vais finir mes jours avec lui, je sais que la vie va nous réunir. Ça se pouvait pas que deux amours, ou un amour aussi intense et deux êtres aussi passionnés un de l'autre ne se retrouvent pas. Et effectivement, on s'est retrouvés. J'ai forcé un peu le destin. Là. Je ne l'ai pas rencontré sur le coin d'une rue, mais quand on s'est mariés, pour moi, c'était l'accomplissement total de mon projet de vie.
Donc, tu nages dans le bonheur, Oui. mais le livre s'intitule « La mort à ma table ». Déjà, il y a des signes précurseurs. Il est essoufflé des fois de temps en temps. Oui. Un épisode où il dit « j'ai comme une indigestion », puis tu dis « je vais appeler le 911 parce que tu sens que ça va mal, il se recouche, c'est pas si mal ». Mais arrive un soir où c'est ton anniversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, c'est quelques jours avant mon anniversaire et bon, bien, il y a une fête d'enfants et donc on fête avec les enfants. Les enfants restent à coucher, donc au sous-sol, et on se couche et pendant la nuit, il se réveille puis il dit « j'ai de la difficulté à digérer tout ça ». Et bon, je vais appeler 911, il veut pas. Il sort dehors et puis bon, il prend de l'eau Perrier. Tout ça, ça se passe, mais c'est durant l'été, puis il a très froid, il est vraiment congelé. Et il s'endort. Et le lendemain matin, il se réveille, il me dit « je suis un peu au ralenti, mais ça va bien ». Mais il m'avait dit « je vais aller voir le médecin, inquiète-toi pas ». Puis là, il y avait un party de famille, puis ça m'émeut encore. Et bon, pendant le repas, il est décédé. Vraiment, comme Oui. ça, en mangeant, là. Mais en Et fait, même au début, les gens ne pensaient pas qu'il était décédé, de ce que j'ai compris. bien, en fait, c'est parce qu'il m'avait fait promettre de ne pas raconter ce qui s'était passé la veille. Donc, moi, je ne l'avais pas dit, mais pendant le repas, en fait, ce que le médecin m'expliquait à l'hôpital après, c'est que la crise cardiaque aurait commencé la veille et se serait terminée le lendemain au repas. Donc, il est mort, c'était une mort foudroyante. En fait, on a fait une blague, il s'est mis à rire. Il est tombé sur mon bras, puis... Tu pensais que c'était une blague? Je pensais qu'il riait, sauf qu'il sursautait. Probablement que le cœur était en train de s'éteindre. Donc, on l'a sorti dehors, puis finalement, les ambulanciers sont arrivés, puis il est décédé comme ça. Puis, ce qui est foudroyant, c'est, premièrement, la mort, à un âge où on ne s'y attend pas, quand même dans la quarantaine. C'est pas comme quelqu'un qui a le cancer, tu le vois dépérir, puis à un moment donné, il part, puis tu te dis, bon, ça te fait mal, puis je pense pas qu'on... Même s'il y en a qui disent on se prépare à la mort, on peut pas se préparer à la mort, c'est impossible, là. C'est impossible. Quand la personne meurt, tu Mais quand tu n'as aucun signe... Mais quand tu n'as aucun signe, quand tu viens de retrouver l'amour de ta vie, quand tu fais des projets, quand tu dis dans un an, on va faire ci, on va faire ça, puis que là, je veux dire, c'est ta vie là, qui s'éteint, c'est ta vie qui meurt. Tu meurs avec cet homme-là. Puis ça faisait pas un an qu'on était mariés. C'était récent. Là. Ça faisait pas 5 ans. Fait que, tu sais, l'écœurement de l'autre, la fatigue, l'autre qui te tape sur les nerfs, on n'avait pas ça, nous. On n'avait pas ça. en plein... Tu nageais dans le grand bonheur, oui, on était en pleine lune de miel. Et donc, ta vie, ton avenir, tes projets s'éteignent avec cette personne-là. Et on comprend dans ton livre que ça bascule, mais vraiment, ça bascule. Ah oui. Quand on dit que les priorités changent, c'est comme si tu devenais une autre personne. Oui, là. oui. En fait, c'est que tu n'as plus d'assises. Hein? Tu n'as plus d'assises, tu peux plus t'accrocher après rien parce que la personne tout ton avenir dépendait. Tu sais, quand tu fais des projets à deux, tu fais des projets à deux. Quand l'autre s'en va, bien, il s'en va avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu te mets à l'haïr. Pendant la journée, tu l'appelles, tu l'engueules, tu sais, mais il y a comme, tu sais, tu as une prise, là. Tu peux l'engueuler, tu peux le détester, tu le vois avec une autre, à un moment donné, ça t'écarte, tu te détaches. Mais là, il n'appelle plus, tu peux pas l'engueuler, tu peux pas le détester, tu peux pas rien. Il est juste plus là, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, tu vis la trahison à la puissance 350 000. Et tu trouves refuge dans l'alcool. Oui. C'est une révélation, ça, quand même. Moi, je n'avais pas pensé, je ne savais pas... Bien, en fait... Même avant l'émission, tu me dis que ta mère ne savait pas trop non plus. Bien, ma mère m'a été surprise de constater comment j'avais pu effectivement boire autant. Oui, j'ai trouvé refuge dans l'alcool parce que, en fait, j'avais une fille, il ne fallait pas que je meure. Il fallait pas que je meure. Puis c'est certain que si ma fille n'avait pas été là, on s'entend, Denis, que je ne serais pas ici ce soir. D'ailleurs, pour parler de ça. Ça, c'est clair. Bien, en fait, ce que je faisais, c'est que je me suicidais lentement à petit feu. Tu sais, je buvais tous les jours, je buvais tout le temps. Je m'engourdissais, je voulais pas prendre d'antidépresseurs.
Donc, à midi, je commençais à boire, puis j'arrêtais le soir vers 9-10 heures. Tu sais, je pouvais prendre de 2 à 3 bouteilles de vin par jour. Ceci dit, c'était pas permanent. Il y a des journées, je pouvais en boire seulement une. Je faisais du sport avec ça, je voyageais beaucoup. Donc, tu sais, je n'étais pas écrasée. Il faut voir aussi l'image. Je n'étais pas écrasée sur le divan devant la télé à boire. Tu sais. Mais tu gelais tes émotions. Pardon? Tu gelais tes Ah émotions. oui, je m'engourdissais. C'est ça. Je m'engourdissais, là. Si il faut faire une pause et au retour, on va parler de ces années difficiles, parce que il y a l'alcool, mais il y a autre chose. Entre autres, tu t'étais marié et vous n'aviez pas de testament. Et moi, quand je disais ça, je disais, oh, peut-être qu'il faudrait en faire un dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Marthe Saint-Laurent, qui décrit la grande peine d'amour qu'elle a vécue quand elle a perdu son mari dans la quarantaine, dans un livre qui s'intitule La mort à ma table. C'est son vécu à elle, romancé, pour le rendre intéressant, quoique tout ce que tu me racontes est éminemment intéressant. Donc, tu trouves refuge dans l'alcool, mais plus que ça, tu dois te battre parce qu'il n'avait pas de testament. Oui. Et ça rend songeur. C'est le grand amour. On oublie les contingences financières, les contingences matérielles de la vraie vie, mais ça te rebondit en pleine face là, quand ça... Bien, en fait, Denis, c'est parce qu'à 40 ans, on ne pense pas qu'on va mourir. Hein? Puis on remettait ça, puis on disait, bon, bien, oui, on va aller faire un testament, puis bien... Écoute, ça faisait pas un an qu'on était mariés et on n'a pas eu le temps, puis on n'a pas pris le temps, puis on a été négligents. Ce qui fait qu'effectivement, on n'avait pas de testament et si j'avais pas été mariée, si on n'avait pas été mariés, j'aurais été vraiment dans l'ennui, là, de perdre à peu près tout. Donc, c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que j'ai pu traverser, j'ai pu survivre, j'ai pu garder des choses parce que... Mais pendant des années, c'est quand même... c'est une bataille juridique. Là. Je veux dire, il y a d'autres héritiers potentiels, et puis il y a une famille, etc. Et bon, il n'y aura pas dans le détail de ça, mais c'est quand même... C'est pas facile. Ça te fait patauger dans le difficile. Bien, c'est parce que ça t'empêche de vivre ton deuil, hein, parce que, tu sais, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, que tu te débats avec la justice, tu n'as plus de force, tu es brûlé, tu es fatigué, tu es anéanti, tu as une fille à t'occuper. Je veux dire, ça te gruge, là, ça te gruge. Puis, en fait, il y avait ça aussi qui faisait en sorte que j'avais envie de m'engourdir et que je devais m'engourdir parce que possiblement que si je ne m'étais pas engourdie, je me serais carrément suicidée, là, mais d'un acte volontaire parce que tout ça est absolument insoutenable et invivable. Et il faut dire aussi que quelque temps avant, j'avais perdu mon emploi. J'étais sans emploi. Donc, à l'intérieur de 2 semaines, j'ai perdu emploi, mari, amour de ta vie. Et puis là, éventuellement, peut-être ta maison aussi, parce que tu dois défendre ta maison, tes avoirs. Exactement. Fait que là, tu n'as pas de testament. Fait que je veux dire, c'est quand on dit tantôt « ma vie a basculé », ma vie a basculé. Et tu dis que tu as perdu des amis également pendant... J'ai perdu des amis parce que qu'est-ce que tu penses que tu as l'air quand tu n'arrêtes pas de boire, quand tu es déprimé, quand tu n'es plus dans la réalité. Et puis, tu sais, tu frôles aussi la folie. Je veux dire, tu passes tes journées à boire, tu fabules, tu inventes des choses. À un moment donné, tu y parles, tu te parles toute seule. Je veux dire, parlais à ton mari comme ça? Oui, je parlais. Tu l'engueulais d'être parti? Ou... Ah oui, je l'ai engueulé. Bien sûr, je l'ai engueulé. Je l'ai traité de tous les noms de m'avoir abandonné. Puis, oui, c'est sûr. On vit une injustice sans nom en dedans. On vit un abandon incroyable. Puis après, on a de la difficulté à faire confiance à qui que ce soit, surtout en la vie. Puis après, aux hommes, on a peur d'être abandonné. Bon, je veux dire, c'est des répercussions psychologiques absolument extraordinaire. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ou on se laisse mourir ou on se ressaisit. Et moi, après plusieurs années, j'ai décidé de me ressaisir. Mais c'est certain que moi, je vois ça. Il y avait Dan Bigra, à un moment donné, qui avait dit ça, que son frère faisait ça, qui marche sur la rampe du pont. Bien, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est que je marchais sur la rampe du pont, puis je me disais, bien, la vie va redécider une autre fois pour moi. Mais tous les soirs, je me couchais, puis je me disais, je veux mourir, tu sais, viens me chercher, viens me chercher.
parce que je n'étais plus capable de Et supporter là, c'était cette pas au bon vie-là. Dieu que tu parlais, là. C'était vraiment Non, c'était à à ton lui. mari. Oui, c'était à lui. C'était viens me chercher, je n'en peux plus, je ne veux pas rester avec les vivants, je suis morte. Et c'est comme ça aussi que j'ai traversé ces années-là en me disant je suis morte. Ma vie, c'était un film en noir et blanc. J'avais plus de joie de vivre, j'avais plus de couleur, j'étais maigre. Je ne faisais que boire. Je me couchais pour le lendemain Puis le matin, quand je me levais, là, j'étais déprimée d'être encore vivante. Ah oui, donc. Oh oui, j'étais Et ça a duré non, combien pas de encore temps, une autre ça? journée. Ah, ça, je te dirais, Denis, un bon 8... Hé, oui, tant que ça. 6 à 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait allumer? Qu'est-ce qui t'a fait reprendre goût à la vie? As-tu été chercher de l'aide chez les AA ou... Non, je ne suis pas allée chez les Non? AA. Non. J'ai assez de caractère. Je ne suis pas allée chez les AA. Bien, j'ai consulté à un moment donné un thérapeute. J'ai pas eu le choix de prendre aussi des antidépresseurs. Tu t'avais résisté à cette idée-là, là. J'avais résisté, puis j'en ai pris peut-être, je te dirais, pendant 2 ans pour me sortir d'une autre situation qui a été difficile. Mais c'est qu'à un moment donné, tu as la volonté d'aller mieux. Tu as envie d'aller mieux, tu as envie de reprendre goût à la vie, tu as envie de vivre. Puis, je ne sais pas exactement c'est quoi le déclic, mais un matin, je me suis levée, puis je me suis regardée, puis là, je me suis dit, là, Marthe, c'est assez. Tu sais, OK, tu veux mourir, mais t'en finis là. Sinon, tu rembrayes, puis tu vis, puis tu y vas. Tu as une fille, arrête de niaiser. Puis là, Fait que ce matin-là, j'ai fait le choix de vivre. Mais il arrive un moment, et c'est un moment charnière. Oui, il y a un moment, décides. là, quand dedans, tu dis, là, j'étais ça de mourir. C'est bon, on va faire une pause du retour. On va parler des relations que tu entretiens maintenant avec lui, si ça s'est apaisé. Oui, d'accord. Dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Marthe Saint-Laurent, qui a écrit La mort à ma table chez Béliveau Éditeur, qui raconte sa grande peine d'amour quand l'amour de sa vie est mort, littéralement. Ça s'appelle La mort à ma table, en train de manger, et la vie bascule. Donc, tu nous dis pendant 8-9 ans, tu perds le contrôle, et là, tu le reprends. Comment tu le vois, là, ton ex? Mais en fait, c'est intéressant, c'est que j'ai plus de douleur, j'ai plus de ressentiment non plus. Ce qui s'est passé, c'est que cette énergie-là, j'ai fait mon deuil et j'ai pris comme une espèce d'héritage de lui. Et il vit à l'intérieur de moi. Donc, j'ai plus de douleur, j'ai plus de peine. Il m'aide à prendre de bonnes décisions. En fait, aussi, Denis, il faut dire, quand on traverse des épreuves comme ça, on devient démesurément forte. Là. Tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose qui peut m'abattre et m'atteindre. Je suis pas... comment je pourrais dire? Je suis pas supérieure. Je suis pas supérieure, mais je veux dire, oui, le rebondissement puis la résilience, je l'ai appris très, très durement. Donc, j'ai une force à l'intérieur de moi qui fait que... Puis je sais qu'il est derrière, qui m'aide. Et je continue à lui parler. Donc, il est encore là. Oui, bien, il est à l'intérieur. Il Même est à quand l'intérieur tu as eu de des chums moi. après coup, là... Oui, mais c'est pas un amour comme... c'est devenu un peu comme... Il y en a qui croient à Dieu. T'sais, ils vont pas se marier avec, ça l'entache pas l'amour qu'ils peuvent avoir pour un autre homme. C'est comme une espèce de force supérieure que tu as à l'intérieur de toi qui fait que tu es un petit peu comme invincible, puis tu fais confiance à la vie. Tu veux des choses, tu les demandes, tu les obtiens. C'est comme des espèces de petits miracles qui se passent autour de toi. Puis c'est dans ce sens-là, moi, je dis qu'il m'aide à vivre. Mais c'est plus de l'amour physique. C'est autre que ça. C'est rendu vraiment à un autre niveau. Puis c'est pas, comment je pourrais dire... C'est transcendantal. C'est transcendantal, oui, mais je veux pas donner à ça un côté ésotérique Mythique, parce que je ne le suis pas. Mais il est à l'intérieur de moi. Mais donc, ce que tu dis aux gens, tu racontes une histoire, puis tu dis à moyen de s'en sortir, dans le fond. Là, Ah, bien, que... c'est clair. Hein? C'est clair. Ah, ça, c'est sûr et certain. Ça s'appelle La mort à ma table de Marthe Saint-Laurent. C'est publié chez Béliveau Éditeur. Merci beaucoup, Marthe. Ça a été vraiment fort intéressant. Merci, Le Denis. changement des débats qu'on fait Oui, sur le je bitchage, des dirais que choses c'est du plus genre. difficile. Ah, Hein? c'est pire. C'est un peu plus éprouvant. Que de commenter l'actualité. Oui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye-bye.